وما زلت تتابعوا في Pub & Co, donc émission spéciale mais le Professional Marketing Meeting, le marketing aujourd'hui. Donc mon invité donc est Hubert Kratirov, j'ai bien prononcé hein. Mais c'est parfait. 10 sur 10. Donc enseignant en commerce. C'est ça. Professeur. C'est ça. Professeur donc, en école de commerce. Oui, j'ai assisté un petit peu à votre présentation tout à l'heure. Merci. Alors juste une remarque, Tinder ça existe partout. D'accord. On a accès aux mêmes réseaux sociaux. Je le note. D'accord. Je ne savais pas si c'était une référence mondiale. D'accord. C'est une référence mondiale. On utilise quasiment aujourd'hui, c'est un petit peu ça la globalisation, aussi ici la mondialisation. Donc on utilise partout les mêmes réseaux sociaux. Donc et vous parliez de cartes tout à l'heure. Si vous m'expliquez un peu. Je voulais dans cette conférence, et je souhaite le faire lorsque je fais des enseignements, donner des cartes aux personnes qui écoutent pour pouvoir les jouer dans leur rôle professionnel et dans l'entreprise. C'est-à-dire une carte, par exemple, comme les nouvelles technologies, eh bien, on peut, un peu comme un jeu, dire sur le produit d'aujourd'hui ou sur l'offre de demain, je vais jouer la carte nanotechnologie. Je vais jouer la carte IoT, Internet of Things. Je vais mettre des capteurs dans des endroits, soit industriels, soit B2C. Je vais mettre un capteur dans les voitures de mes clients pour faire de l'assurance en B2C. Ou je vais mettre des capteurs dans les ascenseurs pour faire de la maintenance prédictive. Donc l'idée de ces cartes, j'en avais développé 6, mais il y en a une cinquantaine. L'idée de ces cartes, c'est de donner des pouvoirs aux marketeurs en se disant, voilà, j'ai un jeu de cartes des possibilités dans les mains. Est-ce que j'ai envie de jouer la carte Web3 ? En ce moment, on parle beaucoup de la carte IA, donc je passerai rapidement dessus. Oui. J'ai la carte Web3, j'ai la carte blockchain, j'ai la carte sciences cognitives. Est-ce que j'ai envie d'abattre ma carte sciences cognitives tout de suite maintenant ? Sachant que les ressources de l'entreprise étant limitées, on ne peut pas abattre toutes les cartes tout de suite. On n'a pas les moyens, ni humains, ni techniques, ni financiers, pour tout faire tout de suite. Donc le rôle d'un marketeur, et c'est en ce sens que le mix a une espèce de valeur, c'est que le mix du marketeur, il se dit, voilà, j'ai 50 cartes en main, est-ce que j'abats d'abord la 14, la 12 et la 16, ou est-ce que je préfère un autre mix ? Je vais abattre la 28 d'abord, mais je vais mettre 90% de mes moyens sur la carte 28, qui sera par exemple la carte NFT, et je vais mettre 20% de mes cartes sur, mais pourquoi pas, des stories courtes en réseaux sociaux, parce que je me suis aperçu que ça marchait mieux que le reste, et donc c'est ça l'idée des cartes, c'est de dire, j'ai des puissances, j'ai des atouts. Alors, quand on joue aux cartes, on préfère avoir des atouts que des... je ne sais pas comment on appelle les petites cartes dans un jeu, mais ouais. Je préfère avoir des atouts que des toutes petites cartes. Donc, on a des atouts en main et on va les jouer. Et alors, le problème quand on n'est pas time to market, quand on n'est pas juste dans le tempo, quand on n'est pas juste au bon moment, eh ben, on va abattre une bonne carte un peu trop tôt ou un peu trop tard. Et ça, l'art du marketing, c'est de se dire que veut mon client, que veut mon consommateur, et quelle carte je peux abattre aujourd'hui et demain et après-demain. Et c'est comme ça qu'on fait un mix en disant je vais prendre un panier de technologies et je vais choisir, n'hésitez pas à m'arrêter si la réponse est trop longue. Non, je vais choisir c'est intéressant en fait. Telle chose ou telle chose. Et c'est ça, dans cette conférence, j'ai donné juste 6 cartes parce que le temps était compté, ouais. Mais on aurait pu continuer des heures et des heures. Ah, finalement, le marketing, c'est du poker. Hein. Mais c'est exactement ça. Le côté bluff en moins, quoique on peut bluffer avec ses concurrents pour les emmener, pour les laisser dans... François Laurent de ADTM a parlé d'océan bleu, océan rouge. On peut bluffer pour laisser ses concurrents dans l'océan rouge et soi-même aller dans l'océan bleu. Il peut y avoir du bluff, donc voilà, on va arriver à ces conclusions. Le marketing, c'est du poker, avec les bonnes cartes. D'accord. Et tout à l'heure, en parlant, l'idée qui m'est venue en tête, en vous écoutant plutôt, pas en parlant, c'est les données personnelles dans tout ça. La data collectée aujourd'hui, quand on parle de marketing digital, il y a beaucoup trop de données personnelles, justement. Comment c'est géré ? Comment on peut être sûr que c'est géré avec une certaine éthique, justement, ou beaucoup d'éthique ? Vous voulez que je vous fasse une réponse d'Européen, une réponse de Français, une réponse d'Américain ou une réponse de Chinois ? Vous avez la cascade des lois personnelles décroissantes. En Chine, on peut prendre toutes les données de tout le monde et en faire exactement ce qu'on veut. C'est pour ça que l'IA chinoise
avec un monsieur qui s'appelle Kai-Fu Lee. Kai-Fu, c'est le prénom, et Lee, c'est le nom. Il a écrit 2 bouquins sur l'IA. C'est l'ancien IA manager de chez Google. C'est pour ça que ce monsieur qui a investi dans l'IA en Chine a un succès absolument dingue. C'est que la Chine est un excellent terrain d'exercice. Je n'ai pas dit que c'est un excellent terrain pour les droits humains, un excellent terrain pour la liberté, un excellent terrain pour la libre pensée. Mais pour entraîner l'IA, la Chine est un excellent terrain parce que toutes les données sont disponibles et vous, en tant que citoyen, vous avez beau dire « je ne veux pas qu'on utilise ma date de naissance », on vous dit la date de naissance est publique, donc on l'utilise. Et maintenant, si on prend à l'autre bout de l'échelle le comportement européen avec un Thierry Breton qui est très, très, très à cheval sur le DMA, le DSA et la France avec la CNIL, c'était un des premiers établissements dans le monde, je crois, j'ai pas fait d'études, mais dans le monde, je pense, un des premiers établissements qui régissait justement les droits informatique, la CNIL en France, qui a donné le RGPD européen, qui a été copié par la Californie au début, puis par les États-Unis ensuite. Eh bien, en France, on est très, très, très coercitif sur l'utilisation des données. Alors, mon point de vue perso à moi n'a strictement aucun intérêt. Je me situerais un peu entre les Chinois et les Français. Je suis contre trop de privacy, parce qu'après tout, on a tous sur nous des outils qui disent à tout moment où nous sommes. Donc, à quoi bon dire telle entreprise, Facebook ou Uber Eats ou n'importe qui, n'a pas le droit de savoir où je me trouve, sachant que Google sait très bien où vous vous trouvez, puisque vous avez Google Maps et que Google Maps a besoin de la localisation pour vous aider. Donc, vous autorisez Google Maps à dire où vous êtes et vous interdisez à Facebook en montant sur vos grands chevaux en disant « Non, Facebook ne doit pas savoir où je me trouve », alors que son concurrent sait où vous vous trouvez. Et puisque je parlais d'Uber sans aucun parallèle avec mon prénom, puisque je parlais de taxi Uber, eux, on leur demande carrément de « trouve où je suis pour m'apporter une voiture ». Donc là, on réclame. Parce qu'on en a besoin, donc finalement, c'est pas le client qui contrôle finalement. Alors... Après, quel est le besoin et qu'est-ce qui crée le besoin? C'est une longue discussion, mais par rapport à ces données, chacun doit être libre de faire ce qu'il veut et chacun doit être libre aussi d'avoir un téléphone qui partage 0 données. Libre à lui après de lever le bras dans la rue pour trouver un taxi, parce qu'aucun taxi ne viendra à lui s'il ne veut pas partager, et il a bien raison de ne pas vouloir le partager. S'il ne veut pas partager sa localisation, aucun taxi ne viendra à lui, donc il va être condamné à aller à la station, ce qui n'est pas une si mauvaise chose, ou à lever le bras dans la rue pour attraper un taxi, ce qu'on a fait pendant 50 ans et ça ne nous a pas rendu malades. Donc voilà, cette privacy, elle doit être vraiment gérée par le client et il y a plusieurs entreprises qui font ça très très bien. Je suis désolé de citer Apple comme ça, désolé de citer Firefox, désolé de citer Brave, qui est le meilleur navigateur qui existe, concurrent de Chrome, concurrent de Firefox et concurrent de Safari. Mais Apple, par exemple, a une vision de la privacy qui est extrêmement poussée et que vous soyez en Chine ou en France ou aux États-Unis, quand vous avez un iPhone, vous avez une certaine protection de la vie privée qui est dû au matériel. Et quand Apple lance avec son navigateur Safari l'interdiction des cookies tiers, eh bien c'est une avancée vers, encore une fois, la privacy. Et cette avancée de Apple avec Safari a été suivie très rapidement par Firefox. Donc si vous avez comme navigateur Firefox ou Safari, vous ne partagez pas de cookies tiers. Si vous avez Chrome de Google, vous allez partager encore pendant 1 an ou 2 des fameux cookies tiers jusqu'à ce qu'on arrive dans un fameux monde sans cookies qu'on appelle le cookieless world. Et donc, on va avoir un monde sans cookies. Et là, vous ne partagerez plus vos cookies. Mais pour l'instant, si vous utilisez Safari ou Edge, 2 navigateurs, donc là, l'utilisateur est libre. S'il prend Safari, il sait qu'il ne partagera pas de cookies tiers. S'il prend Edge ou Chrome, il sait qu'il va partager des cookies tiers. D'accord, donc c'est un tsunami d'informations aujourd'hui qui s'abat sur tout le monde, clients, marketeurs, tout le monde. Comment gérer toutes ces informations et comment innover au milieu de tout ça? Comment utiliser tout ça à bon escient en fait? Ah, mais c'est très très délicat. Déjà, en tant qu'individu, en tant que citoyen, les personnes peuvent se sentir noyées devant tant d'informations,
peuvent se sentir démunis. On pourrait appeler ça un monde d'électronisme, c'est-à-dire que un illettré, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire, et l'électronisme, c'est quelqu'un qui ne comprend pas bien la donnée, qui ne comprend pas bien le digital. Et quand on souffre d'électronisme, on ne sait pas trop bien manipuler son smartphone pour ne serait-ce que couper le son, ne serait-ce que couper le partage de données, couper différentes choses, et donc on est un petit peu empoté. Il y a un autre terme qui fait son petit chemin, si je puis dire, c'est l'IAtrophie. L'IAtrophie, c'est les personnes qui sont atrophiées de l'IA, c'est-à-dire qui ne comprennent pas bien comment l'IA fonctionne en tant qu'utilisateur. Et moi, j'ai des personnes à qui j'ai démontré qu'on pouvait faire une photo de n'importe qui avec une doudoune blanche, et qui me disent, c'est une très belle photo, mais sauf que le pape, il a réellement porté une doudoune blanche. Et j'ai beau leur expliquer par A plus B que c'était une photo fake, et que le pape n'a jamais porté de doudoune blanche, et que Emmanuel Macron n'a jamais vidé les poubelles, ou que une personnalité tunisienne n'a jamais fait ceci ou cela, eh bien, les gens ne vous croient pas parce qu'ils souffrent de cette iatrophie. Le fake et le deepfake aujourd'hui, oui, ça induit tellement en erreur. Ça apparaît vrai. Et donc, il y a toute une formation à faire au niveau du citoyen pour qu'il ne soit pas en électronisme, pour qu'il ne soit pas en iatrophie, pour essayer d'évangéliser, de faire du prosélytisme pour que les gens se retrouvent dans ces technologies-là. Donc ça, c'est le point de vue citoyen. Il faut former les personnes et faire en sorte qu'ils s'y retrouvent. Après, d'un point de vue de marque, comment moi j'utilise la superpuissance qui m'est conférée, qui m'est donnée par tous ces outils, les fameuses cartes dont on parlait au tout début de cet entretien, eh bien, l'entreprise a pour mission de créer de la valeur pour l'écosystème. Donc, les cartes que j'utilise ne doivent pas détruire la planète. Les cartes que j'utilise doivent créer de la valeur pour la planète, bien sûr, doivent créer de la valeur pour le client, c'est-à-dire que le client ne doit pas se sentir dépossédé quand il a utilisé nos outils, et puis, in fine, doivent créer de la valeur pour l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise, elle doit aussi faire des profits. Donc, comment gérer, et c'est toute une discussion, mais qui est, on pourrait appeler ça une aporie en philosophie. Une aporie, c'est une question pour laquelle on n'a pas la réponse. Oui. Personne n'a la réponse. Et une des apories les plus délicates à manipuler, c'est se dire comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à prôner une croissance du monde entier, tout en prenant une décroissance des outils qu'on utilise et des matériaux qu'on utilise. Et c'est une aporie. Il n'y a pas la réponse à cette question. On sait qu'on ne peut pas continuer cette tendance, mais personne ne sait comment consommer moins. Oui. Et donc, l'entreprise doit arriver, et c'est à l'entreprise de prendre ses responsabilités et de dire comment est-ce que je concilie ces trois objectifs, créer de la valeur pour l'écosystème, donc je ne détruis pas la planète, créer la valeur pour le client, je satisfais le client, et créer la valeur pour moi, il faut que je gagne de l'argent, parce que si mon entreprise ne gagne pas d'argent, je ne paierai pas de salaire, je ne ferai pas d'innovation, et je vais fermer. Et donc, c'est un délicat exercice. On a dit que le marketing, c'était du poker. Maintenant, on change de terrain de jeu. C'est de l'acrobatie. C'est de l'acrobatie. Comment est-ce que j'arrive pas à manipuler, mais à régler les choses pour ne pas détruire la planète, faire plaisir aux consommateurs et faire du profit. Pour certaines personnes, l'iPhone 15 qui vaut 1 500 € est une très bonne chose. Le consommateur qui en a un, il est super content d'en avoir un, il est super content de l'utiliser. Peut-être qu'aussi, il est super content de montrer qu'il a un iPhone 5, un iPhone 15, mais ça, chacun trouve son plaisir où il le trouve. C'est un produit qui est de plus en plus écologique, fabriqué par Apple, qui n'est pas encore à carbone neutral, carbone zéro et net zéro, mais qui a tendance à le devenir. La montre que je porte au poignet, qui est une Apple Watch 9, celle-là, elle est complètement carbone neutral. D'accord. Elle n'a pas été faite avec des terres rares, elle n'a pas été faite avec du recyclage. D'accord, donc sans émissions carbone, c'est bien, on y arrive petit à petit, mais ça coûte encore trop cher, il faut le dire. Absolument, absolument. Merci beaucoup Hubert. C'était un plaisir. Je sais que c'est la première fois que vous venez en Tunisie, alors peut-être que la prochaine fois on pourra plus parler du marché tunisien, peut-être. Avec plaisir, du tourisme tunisien, de l'hospitalité tunisienne et d'hospitalité des Tunisiens et des Tunisiennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.